Bonjour à toutes et à tous. On va rejoindre Margot dans quelques instants. Petit problème de connexion comme d'habitude de toute façon. On commence à être habitué. Mais alors, je te vois, moi aussi je te vois. Tu m'envoies une invitation, Margot. Et puis on y va. Tac. Moi je t'entends, vous m'entendez? Enfin moi je t'entends très bien. Après, est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon? Margot, envoie-moi une petite invitation comme ça on partage l'écran. On n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien aujourd'hui là? C'est bizarre ça. Et Margot, je ne te vois pas pour l'invitation. Ah, misère, galère. Diffusé en direct avec Rouge aux lèvres. Hop, hop. Ah, Je crois qu'on va peut-être y arriver. allez, on n'entend pas Margot. Moi, je te vois pas, je t'entends. Mais c'est bizarre. Tu Oh. as un truc, hein. Ouais, bah tu sais, ça me l'a fait la semaine dernière avec Jean-Marc Rouleau. Ça, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir tout ce qu'on aurait voulu. Mais bon, Bon, bah peut-être qu'on va rester comme ça on te voit et comme ça on débute, hein. De toute façon, eh ben, comme tu veux, là, Margot. j'étais pas maquillée aujourd'hui, donc tant mieux d'ailleurs. Ouais. On entend Margot sans la voir. Bon, au moins on te voit, ça c'est bien. Bah Puis t'as mis écoute. tes tests là. Et là, je me suis confiné dans les combles chez moi parce que sinon, il y a les deux monstres qui vont se ramener mes enfants là et ça risque d'être très, très animé. Voilà. Claire. Bah oui, moi j'ai vu devant la télé, hélas. Donc ils sont contents de faire l'apéro live, ils ont bien compris le délire de l'apéro live. Donc ils disent, mais c'est à quelle heure l'apéro live? Ouais, surtout que t'es active, toi. Oui, Hein. bah, pour l'instant, je garde le train du lundi au vendredi. Et puis après, le 11 mai aussi. Et après, j'en fais 3 par semaine. Après, on verra bien D'accord. comment je le garde. Mais j'aime bien aussi, ça permet de rencontrer pas mal de personnalités du monde du vin, des vignerons, tout type de profil comme tu as vu. Et ça permet d'avoir un bon overview. Puis c'est un rendez-vous régulier, quoi. Donc, il faut le garder. Ouais. Et puis garder, bah, toi aussi, tu le fais Avec avec différents Isabelle vignerons, voilà, Faure. l'idée c'est d'avoir un fil conducteur avec des thèmes, et puis surtout de faire passer un petit peu cette période. Peut-être que c'est quelque chose qui restera plus tard, mais on verra bien sûr. Moi, j'aime bien l'exercice et c'est un bel échange. Et tu vois, les gens aussi, ils aiment bien le principe de découvrir des nouvelles choses. Et en direct du vigneron, tu vois vraiment quand même son ADN. Là, c'est brut. Moi, j'aime bien le côté, tu vois, très cash et brut, un échange, tu vois, hyper facile. Et, Ouais, bien euh, sûr. et tu sais, moi, dans Rouge aux lèvres, bah, il y a de tout. Tu vois, t'as des néophytes total qui vont apprendre le vin et tu vois, t'as vraiment aussi plus des connaisseurs. Et l'idée, c'est aussi qu'ils puissent aussi apprendre le vin. Je vais te dire un exemple, ma mère, elle regarde tous les apéros live, elle me dit, grâce à toi, je commence à capter quelque chose. Donc, Bah oui. euh, donc écoute, c'est bien, je suis contente. Elle va comprendre bientôt mon métier, c'est bien. Très bien. Facile. Bon, alors, du coup, Manuel, l'idée, c'est quand même parler de toi ce soir, même si on ne me Ouais. voit pas. Et Bah écoute, j'espère que la connexion va marcher un jour peut-être. c'est ça. Dis-moi, Mais des fois peut-être c'est un t'avais des truc de ton questions. téléphone parce que ça avait fait 2 fois la même chose. Je sais pas. Bah je sais pas, je suis Peut-être pas qu'il faut Instagram. réinitialiser ton Instagram, peut-être. Moi, j'ai déjà fait ça, par exemple. De retélécharger la Réinitialiser. dernière version. Ah, d'accord, peut-être. Bah, écoute, je le ferai pas tout de suite, mais un de ces quatre, ce Ouais, soir, je ouais. le ferai. Bon, mais Alors, peut-être. dis-moi, si tu avais des Alors, questions, voilà. dis-moi. Donc il y avait donc Manuel déjà pour revenir sur ton métier. Donc toi à la base c'est quand même t'es sommelier, hein. Ouais, je suis Et sommelier, ouais. ouais. Donc ma question c'était t'as différents titres. T'as été meilleur sommelier de France et meilleur ouvrier de France. Et aujourd'hui Oui, t'as créé des d'œuvres. Et moi je veux oui. savoir quand même ce métier de sommelier t'as toujours voulu faire ça? Alors, écoute, c'est un métier qui m'a piqué assez tôt dans mes études d'hôtellerie-restauration, pour être précis. Donc, j'ai fait un BTS d'hôtellerie comme beaucoup de gens qui se sont lancés dans ce métier. Au départ, je voulais faire cuisinier.
Mais le vin m'a attrapé au vol. Mais il y avait quand même un embryon d'intérêt pour le vin parce que mon père est médecin, ma maman était artiste, ils étaient tous les deux des fans de grande cuisine et pour la petite histoire, voilà, je suis tombé dedans un peu assez petit et puis ensuite une euh, une passion qui est devenue effrénée à partir du moment où j'ai découvert dans un cours d'œnologie à l'école la magie du Botrytis sur le sémillon, le prof qui nous racontait ça, je trouvais ça dingue et voilà. Après, je suis tombé dedans et j'en suis plus jamais sorti. Ouais, Voilà, donc donc c'est vraiment. j'ai fait une mention complémentaire seminariale à Dijon et ensuite j'ai commencé ma carrière pour une saison au Royal d'Évian-les-Bains et après je suis monté à Paris et j'ai commencé au Georges V, j'ai enchaîné avec 7 ans chez Taïwan, un petit passage au Bristol avec Marco et puis ensuite j'ai été le chef sommelier du Royal Monceau pendant 6 ans et pendant cette période-là j'ai créé Chef d'œuvre. Voilà, c'était en 2011 quand je suis D'accord. devenu moine. En 2011. Et du coup, Voilà. chef-d'œuvre, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, chef-d'œuvre, en fait, c'était l'idée de dépasser la notion de service pour celle du partage. Et donc, j'ai créé un club. C'est une communauté d'amateurs et d'acheteurs de vin qui s'adresse aux particuliers. Et le pitch de chef-d'œuvre, c'est acheter avec moi les vins que j'achète pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi on a fait ça, parce qu'on s'est rendu compte, enfin en fait, pour la Ouais. genèse de Prodef, pour ceux qui veulent savoir, j'ai des amis qui, notamment la personne qui m'a coaché dans les concours qui s'appelle Jean-Philippe Couturier, qui avait une très très belle boîte et qui me disait, Manuel, pourquoi est-ce que toi tu peux acheter ces vins-là et nous pas? Et je leur dis, bah, écoutez, si vous avez envie d'acheter des vins, je peux vous arranger ça. Dites-moi ce que vous voulez. Et il me dit, mais et je leur dis, qu'est-ce que vous avez envie? Dites-moi. En fait, il me dit, est-ce que tu veux fourchette 10-25 € comme si c'était pour toi? Et pour la petite anecdote, bah, je leur ai dit, écoutez, à l'époque, là, c'était les 2008 de Loire qui sortaient, les Chenins de Montlouis Vouvray me semblaient d'excellents partis, et je leur ai dit, ben, ça va être truffé dans 15 ans, allez-y les yeux bandés, de toute façon, entre 12 et 25 €, vous avez des bouteilles de folie. Et on est parti comme ça. Et en fait, j'ai fait un petit bon de commande, et quand j'ai relevé le bon de commande, il y avait 950 bouteilles sur la commande. Donc, dans ce bon de commande, j'ai expliqué pourquoi j'aimais, et pourquoi j'achetais pour moi. C'est exactement ce qu'on fait chez Chef d'œuvre aujourd'hui. Et voilà. Et donc, à l'issue de cette commande, eh bien, les gens m'ont dit, si j'avais goûté ces vins, parce qu'on avait fait une soirée pour que les gens goûtent à ces vins, qu'on fasse une belle verticale et que les gens puissent évidemment simplement comprendre un petit peu ce qu'ils avaient acheté. Donc, je les avais invités à une belle soirée. On a fait une dégustation verticale. Et les gens se sont rapprochés de moi à la fin en disant, pourquoi est-ce que vous créez pas un club pour qu'on puisse faire ça tous les mois? Et on a créé Chef d'œuvre sur ce principe, c'est-à-dire de faire déguster. Les gens découvrent, ils accèdent à de l'information et derrière, ils achètent les vins qui les font vibrer. Voilà la genèse de Ah, Chef d'œuvre. c'est génial. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est une vraie partie entrepreneuriale. Et aujourd'hui, par exemple, t'en es où aujourd'hui avec chef-d'œuvre? Alors, Chef d'œuvre, c'est une petite structure qui a maintenant une dizaine de personnes au bureau, enfin un peu plus en montant avec les stagiaires. On est sur notre 8e année. On fêtera notre 8e année en juillet. Écoute, c'est un club qui compte à peu près 1500 abonnés au coffret et un petit peu plus avec les cartes membres. Les cartes membres, elles permettent simplement d'accéder à l'information, aux vidéos, ventes flash, aux soirées, aux cours d'œnologie, aux sorties dans le vignoble, à tout ce qu'on fait en fait dans Chef d'œuvre. Et puis les coffrets de dégustation, c'est plutôt les gens qui eux veulent recevoir à la maison des coups de cœur. Et donc là, c'est plutôt sur le principe d'un coffret. Alors tu sais que quand on a créé Chef Ouais. d'œuvre, les box n'existaient pas, les coffrets de dégustation n'existaient pas du tout. C'était Ah simplement ouais. un moyen assez habile d'amener l'information chez les clients et puis surtout de pouvoir leur faire goûter à la maison un petit peu de ce qui leur fait plaisir. Et on était parti sur ce principe-là de France Loisirs finalement, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, on a à peu près 1800, 1900 membres à peu près dans Chef d'œuvre. Ah ouais, c'est Euh, ça, quoi. voilà. Et Eh ben, donc c'est une belle communauté. c'est sûr. Et, euh, et donc aujourd'hui, toi, par rapport à ton métier de sommelier, par rapport à ton métier sommelier de palace et ton métier maintenant aussi de dénicheur de bons plans, etc., ton métier, il a quand même évolué. Alors, il a évolué, mais pas tant que ça. En fait, tu sais, il y a une chose que j'ai toujours dit quand j'expliquais à des journalistes que je suis passé d'employé de palace à entrepreneur. C'est vrai que c'est peut-être un peu égoïste comme projet, mais en fait, je sais qu'en m'adressant à des sommeliers, enfin à des particuliers qui aiment le vin en créant chef-d'œuvre, je n'aurais plus les contraintes. Tu sais, la majorité des restaurants ont un certain Ouais. nombre de couverts. Tu en as 20% qui adorent le vin, et puis le reste,
qui viennent pour manger. Moi, Ouais. j'ai créé quelque chose pour que les gens viennent vraiment vivre des expériences, mais que pour le vin et autour du vin. Et donc, j'ai accentué entre guillemets la vibration de mon métier entre guillemets pour je dirais sur la dimension émotionnelle. Donc, on crée beaucoup d'événements, on fait beaucoup de soirées avec des grands vignerons, avec des artisans du goût, on fait des cours d'œnologie très pointus, on fait aussi des masterclass, on fait des sorties dans le vignoble quand c'est possible. Des fois, on y va une fois par semaine. Donc, tu vois, on emmène aussi nos membres avec nous. On dit que ce que chef-d'œuvre, c'est un stimulateur de passion. Et c'est et notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est de compter parmi les membres de chef-d'œuvre, c'est beaucoup de vignerons, beaucoup de professionnels, beaucoup de même de sommeliers eux-mêmes. Donc en fait, oui, je fais un métier de manière différente, mais je m'adresse à des passionnés essentiellement. Génial. Il y a Arnaud un fidèle, en tout cas, de Rouge au lait, mais c'est un homme, tu vois, ça, il y en a plein, hein. Oui. Et dans le cadre de l'apéro live, il te demande, Manuel n'a pas le sentiment que le métier de sommelier, il y a 20 ans, ce n'était pas le top, et maintenant, c'est vraiment le top. Est-ce que la vision de ton métier a évolué? Ouais, un peu comme l'image des chefs, je pense que l'image du sommelier a un peu évolué. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de bon je pense de s'européaniser, mais c'était déjà le cas aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a beaucoup de sommités de la sommellerie qui sont très connus et autres. En France, c'est vrai on a peut-être un peu dynamisé un peu l'image également de la sommellerie. On l'a rajeuni, on lui a apporté aussi de la dynamisme, une ouverture d'esprit. Je crois que c'est un métier qui est en train de se réinventer un peu. Après, la sommellerie, ça veut pas dire être 5 jours sur 7 dans un restaurant midi et soir. Ça peut dans certains cas l'être. Moi, des fois, cette adrénaline me manque, hein, du service notamment. Mais on rattrape tout ça dans des beaux événements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive autour de certains sommeliers à finalement, effectivement, un peu comme dans des chefs, à se retrouver derrière certaines valeurs, certains plaisirs, ce qu'on apprend avec eux. Voilà. Ah, c'est super. Et quelqu'un demandait comment tu sélectionnais les vins. Alors nous, on va beaucoup dans le vignoble. Tu sais, bon déjà, j'ai tissé dans ces 15 ans de restauration 3 étoiles et de palace, j'ai tissé quand même des liens Ah assez oui, forts avec beaucoup de domaines. Mais moi, je m'oblige à aller dans le vignoble. Si je dis je m'oblige, c'est pas une punition, mais j'y vais quasiment une fois par semaine quand dans certaines périodes. Et j'emmène souvent Mathieu, qui est sommelier avec moi ouais. chez Chef d'œuvre. J'emmène aussi des clients. Parce que je pense que c'est la profondeur de l'expertise vient de la visite dans les domaines. C'est pas, on n'apprend pas tout dans des livres. Et tu vois, on visite une centaine de domaines par an en moyenne. Il m'est arrivé en 2018 d'en visiter 120 même si tu veux. Donc c'est beaucoup de trains, beaucoup d'investissements, je dirais, de temps à consacrer à ça. Mais ça fait partie de la promesse de chef-d'œuvre, c'est d'être très pointu, puisque Mhm. chaque vin c'est moi qui les commente, et puis chaque le storytelling c'est moi qui le fais souvent. Donc j'aime bien raconter des histoires et je trouve que c'est derrière les histoires, derrière les anecdotes et derrière la profondeur de l'analyse que les clients ont la meilleure information. Donc, D'accord. je sélectionne tous les vins en allant les goûter. Et puis sinon, je participe bien sûr, comme beaucoup de professionnels à Paris, on a de la chance à des salons. Et puis sinon, je reçois beaucoup de viticulteurs aussi à chez Chef d'œuvre qui commencent à bien connaître cette petite structure. Bien sûr, c'est super ça. Et du coup, la sélection, ça ressemble à quoi chez vous? T'as à la fois, je sais pas, des grands crus classés, des petites Alors, pépites qu'on trouve que chez toi. il y a autant de plaisir dans la sélection. Enfin, moi, je dis toujours que j'ai autant de plaisir à sourcer hein, une bouteille magique à 12 euros que une bouteille légendaire à 300. Mais la bouteille légendaire à 300, elle est difficile à avoir parce qu'il y a une demande mondiale sur des raretés qui font que ben, c'est un peu la guerre. Mais tu vois ça, pour le coup, les amateurs de vin qui cherchent des vins un peu, des domaines un peu iconiques et voilà, tout ça on a hein, tout chez Chef d'œuvre, tout ce qui est à peu près. Et surtout, on les fait goûter parce que très souvent, il y a, tu vois, des gens qui ont des allocations c'est peut-être la différence entre Chef d'œuvre et puis d'autres sites internet ne font que vendre du vin. Chef d'œuvre est un créateur d'expérience. Tu vois, quand on a des bouteilles de Rayas, on en ouvre. Quand on a des bouteilles de Clos Rougeard, on les fait déguster. Quand on fait des dégustations de Côte-Rôtie, de vieux millésimes de chez Jamais, c'est chez Chef d'œuvre que ça se passe. Donc voilà, les gens peuvent acheter, mais aussi vivre et goûter. Et ça, c'est aussi important. Ça veut pas dire que les grands vins sont réservés qu'à ceux qui payent très cher, parce que j'aime bien préciser que tous les ateliers chez Chef d'œuvre sont vendus at cost, c'est-à-dire qu'on crée de l'expérience
l'expérience et après c'est la passion qui fait que et le rachat des vins qui fait qu'on vend du vin. Mais tu vois, moi j'ai autant de plaisir à sourcer une bouteille à 12 euros, super bien faite d'un domaine qui vient de naître avec un ou deux millésimes derrière eux et puis surtout des bonnes intentions qu'un grand cru. Ok. Ah ouais, ça je l'avais bien vu. J'avais bien marqué, j'étais venu à un événement, c'est super bien. Et c'est vrai que tu mets à profit tout ton savoir et on arrive à avoir de sortir avec des petites pépites, voilà, des grands vins, tout ça, et ça c'est bien d'avoir le combo de tout ça. Quelqu'un qui te demandait par rapport aux vins étrangers, est-ce que tu as des choses, toi tu as beaucoup de, t'as une section sur les vins étrangers, tu vas un petit peu ailleurs qu'en France? Ouais, alors j'aime bien, enfin, par définition, je pense que les bons sommeliers sont ceux qui sont curieux de tout et surtout qui doivent avoir aujourd'hui la conscience qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les vignobles internationaux. Donc, moi, j'aime beaucoup aller goûter des plaisirs nouveaux. J'aime bien la vieille Europe, pour être précis. Ouais, Je suis, et après, je suis assez étourdi par exemple, le dynamisme des jeunes vignerons d'Afrique du Sud où une certaine forme de révolution s'installe. Je suis aussi assez épaté par ce qu'on fait maintenant aussi aux États-Unis ou en Patagonie. Enfin bref, je suis curieux de tout. J'aime bien aller chercher des plaisirs ailleurs, mais pour moi, en tout cas, la promesse d'un grand vin étranger, ça doit pas être une pâle copie de ce qu'on fait chez nous. Et ce que j'aime retrouver, c'est l'engagement d'un homme, un peu de terroir s'il y a quelque chose, ou alors un style qui fait que ben, finalement, on n'est pas simplement en train d'imiter ou de copier de quelque chose. Donc, mais j'aime bien les vins étrangers, puisqu'on avait une carte des vins avec 600 références de vins étrangers au Royal Monceau. Et donc, ouais. j'ai toujours l'œil dessus. Voilà. Et tes pays coup de cœur à l'étranger, c'est quoi? Genre Ah, tes bon, petites d'abord, madeleines à l'étranger que t'adores? je pense que les amateurs de vin qui aiment la diversité variétale, la diversité de terroirs et surtout des promesses gustatives très différentes, c'est clairement l'Italie. Donc Ouais, ça c'est vraiment au numéro un. En numéro deux, le vignoble que j'affectionne particulièrement en ce moment, c'est l'Autriche. Je suis de ouais. plus en plus contacté par les Grüner Veltliner, les grands Riesling, les grands terroirs de Coteaux me fascinent. J'aime beaucoup aussi peut-être certains plaisirs qui naissent dans le Douro. Où il n'y a pas très longtemps chez Chef-d'œuvre, on faisait goûter encore des grands vins secs du Douro qui là permettent d'avoir un renouveau de cette appellation et de ce grand vignoble de schiste. Sinon, j'aime voilà. Alors l'Espagne, je sens qu'il y a bien sûr aussi une forme d'effervescence, mais je trouve que la pluralité de l'offre entre les vins un peu nature, vraiment borderline, et puis ceux qui ont été un peu aussi trop orientés pour des marchés américains ou autres, Ouais. j'arrive à retrouver, mais j'ai moins d'expertise actuellement sur ce vignoble, et donc je suis ouvert à toute bonne suggestion. Ouais. Il y a des personnes qui nous ont demandé aussi comment tu fais parce que tu as beaucoup d'abonnés, mais des fois tu Oui. as, de faibles allocations sur des vins. Comment tu fais pour contenter tout le monde? Alors, d'abord, faut savoir qu'on a quand même de belles allocations. Pour la petite anecdote, chef-d'œuvre, c'est un peu plus de 100 000 bouteilles par an, donc quand même, pour 1800 passionnés, donc ça laisse quand même un peu le choix. Ce qu'il faut regarder, c'est que, évidemment, il y a des années où les allocations sont pas extensibles et voilà, mais les clients, il faut savoir qu'il y a un système chez Chef-d'œuvre qui permet, en fait, quand on a acheté un vin d'une année qu'on a acheté sur le site, eh bien automatiquement en fait l'année d'après il y a une avant-première qui est faite le vendredi et les membres du club qui avaient acheté ces vins ont accès en avant-première par rapport aux autres du club à ce domaine. Et donc au fur et à mesure comme ça s'installe cette idée de la fidélité d'une année sur l'autre entre euh, les, les clients fidèles à chef-d'œuvre, mais surtout les clients qui aiment certains domaines. Donc c'est un peu comme ça que qu'on arrive à dispatcher. Alors après, c'est vrai qu'il faut pas cliquer 4 heures après le mail sur le lien, parce que c'est vrai que quand on parle de domaines hyper rares, c'est vrai quand on a 24, 36, 48 bouteilles, des fois ça part très très vite. Mais Oui, c'est sûr. sinon des fois il y a on a un mail qui s'appelle mperondet@chefdœuvre.fr et les membres m'envoient très régulièrement des petites requêtes personnelles et on répond à chacune d'entre elles. Et à chaque fois que et si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rêve de goûter à quelque chose, j'essaye de lui en trouver une ou deux bouteilles pour que Wow. la Ça frustration peut être n'existe pas. sur mesure alors quand même. Comment? Ça peut être vachement du sur mesure quand même pour tes. Oui, mais en fait,
on n'est pas non plus une multinationale et c'est ce qui permet d'avoir une proximité avec les membres. Donc, je trouve que c'est très important. Je réponds personnellement Ouais. à tous les mails qui me sont adressés sur Wow. la boîte de chef-d'œuvre. Donc, et il faut savoir, hein, par exemple, je reçois tous les jours des textos, des SMS de gens qui me disent, je bois ça ce soir, qu'est-ce que je pourrais cuisiner ou et je réponds parce que c'est ça mon métier. C'est clair. Tu sais, moi aussi, j'essaie de répondre au moins dans les 24 heures à tous les gens qui m'écrivent en MP sur Instagram. Je me dis, bon, je réponds à tout le monde, c'est obligatoire, toujours. À mon niveau aussi, j'essaie de le faire, mais ça prend un temps de ouf, quoi. Bien sûr, oui. Et alors, attends, que pensez-vous des marges aux étoilés au restaurant? Faites-vous attention à ça. Oui, alors j'avais déjà fait une vidéo. Faut savoir qu'on fait des vidéos qui s'appellent les Minutes MOF chez Chef d'œuvre, hein. Elles sont Ouais. visibles sur notre chaîne YouTube. En fait, ce qui est important de savoir quand on parle des prix des vins au restaurant, c'est de connaître l'envers du décor. Et moi qui viens de la restauration, je peux vous expliquer rapidement comment ça marche. D'abord, il faut savoir ce qu'il y a comme charge. Ça dépend du nombre de salariés, ça dépend de l'endroit dans lequel on se situe. Si vous espérez avoir un bargain dans le triangle d'or du 8e arrondissement au niveau de la carte des vins, c'est que vous ne connaissez pas entre guillemets, le prix de l'immobilier sur place et encore moins le prix des salaires parisiens et des charges qui sont induites à ce genre de quartier. Donc, il faut être conscient que souvent, euh, les gens ne comprennent pas les prix des cartes des vins, mais il faut comprendre une chose, c'est que, par exemple, je vous donne deux chiffres qui vont être assez marquants pour illustrer ce propos. Quand on faisait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en restauration au Royal Monceau, les l'EBITDA, c'était 100 000 euros. C'est-à-dire que la rentabilité d'un établissement comme le Royal Monceau au niveau de la restauration, c'est zéro. Ou même pas, enfin quasiment rien. Donc c'est pour vous dire à quel point, ou même un restaurant comme le 5, ça perdait beaucoup d'argent même. Donc c'est pour vous dire à quel point ça c'est la réalité financière d'établissements de prestige et ce quel qu'il soit, parce qu'il y a beaucoup de salariés, il y a beaucoup de charges, il y a des produits de luxe évidemment, et donc tout ça, ça doit s'équilibrer bien sûr un petit peu. Alors ça passe pas des fois par le prix des vins. Néanmoins, il y a beaucoup d'exagération également. Donc moi, ce que je dis aux gens, c'est que en fonction du standing de l'établissement, voilà, si c'est un joli bistrot, on le voit bien d'ailleurs à Paris, il y a des gens qui ont parfaitement compris ça. Je pense à Marco Pelletier chez Ventre, ou je pense à Pierre Ouais. Villapaleva, et puis et quelques autres qui ont des superbes cartes des vins avec des prix très très doux. Eh bien là, ça permet vraiment de se faire plaisir. Mais il faut quand même comprendre que le vin, bah, c'est une des valeurs ajoutées aussi. C'est du stock, c'est aussi de l'argent immobilisé, et c'est une des raisons pour lesquelles, ben, quand même, il est normal que le restaurateur gagne sa vie dessus. Sinon, on peut pas tout avoir. Voilà. Sinon, j'invite tous les gens qui sont pas contents à ouvrir un restaurant et de regarder l'équilibre financier C'est de clair. de ce restaurant. C'est clair, Voilà. c'est un business compliqué, quoi. Emmanuel, il y a plein de monde qui ont demandé qu'est-ce que tu penses des vins nature ou des vins, tu sais, un peu tendance, bon, ouais, naturel quand même. Oui, écoute, je pense que c'est un mouvement qui a permis une très bonne réflexion, une très bonne remise en cause d'abord de deux choses. D'abord la manière dont on consomme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent de la spontanéité, du plaisir immédiat, qui ne sont pas des gens qui se projettent sur des caves de 15 ans, peut-être qu'ils n'en sont pas encore là, mais il y a un besoin pour ça. Et donc, je pense que l'avènement de cette mouvance un peu nature a permis d'abord d'élaborer une certaine gamme, un certain univers. Ça a aussi permis je pense, un retour un petit peu plus naturel, entre guillemets, sans mauvais parallèle, peut-être à des fermentations plus naturelles, à des choses comme ça, à des vins qui sont un petit peu moins technologiquement accompagnés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça a permis peut-être un peu à tout le monde, ça a été de comprendre ce que voulait un petit peu le public. Et puis surtout derrière, ça a permis de tester. Je pense que c'est derrière les essais qu'on arrive à trouver évidemment c'est souvent dans les balanciers, hein, dans les excès de la viticulture, on en a connu depuis une trentaine d'années un certain nombre. C'est souvent dans les excès qu'on trouve le juste milieu. Et je pense que dans les excès des vins nature, qui sont devenus des fois un petit peu trop nature, des fois un petit peu trop libres, avec des expressions de vin un peu déviées, avec des nuances aromatiques des fois un petit peu déviantes. Euh, je pense qu'il y a eu un peu trop de mauvaises choses pendant une période. Maintenant, on est en train de revenir à des vins dits nature un petit peu plus précis, et je trouve que c'est assez excitant. En tout cas, je salue dans cette mouvance-là le caractère très digeste des vins et peut-être aussi l'ambiance que tout cela crée. Ouais. Et du coup, tu as déjà eu des coups de cœur sur les vins naturels? Ouais, bon, écoute, il m'arrive d'en boire souvent.
Même si évidemment je marche sur des œufs quand j'en achète chez Chef d'œuvre parce que j'aime pas les mauvaises déceptions, Ah j'aime ouais. pas quand quelqu'un ouvre une bouteille et à la maison en disant oh, je l'ai acheté chez Chef d'œuvre, ce truc est trouble, voilà. Mais évidemment j'en achète souvent, j'en goûte souvent. Mais alors évidemment je te dirais que dans la mouvance, les vins les plus ouais, le dernier vin nature qui m'a vraiment fait vibrer, c'était la cuvée DD 2018 de Stéphane Tissot en rouge. J'ai Ah trouvé que oui. c'était super précis, super millésime, au service bien sûr d'une certaine justesse aromatique, mais franchement très bon. Sinon, dans la région, puisque j'ai fait mes études là-bas, les vins Ouais. de Ganva, d'autres. Et puis sinon, je me suis bien éclaté la dernière fois à l'aveugle dans un restaurant, on m'a mis un Saint-Romain de domaine de Chassornay. Je me suis bien, qui était là, pareil. Et franchement, j'ai trouvé ça très bon. Et je l'ai bu. Ah bah Voilà. génial. De toute façon, c'est sûr, c'est des coups de cœur comme ça. Alors, il y a toujours plein de monde aussi qui veulent savoir, soit Manuel, c'est quoi tes appellations, genre coup de cœur, ou des appellations où tu sens que ça bouge, il y a du dynamisme, ça innove. Tu dis là, il Ouais. se passe des trucs, tu vois. Ouais, alors ben, il y a plein d'axes de réponse. Je pense que la Ouais, région qui est en train d'exploser dans sa notoriété, et dans sa diversité, c'est la Loire, clairement. Je crois que là, il y a un renouveau assez essentiel. C'est pas Pascaline Lepelletier qui dira le contraire, je pense. Il y a un renouveau de l'offre et un mouvement très important de viticulteurs bio, biodynamiques, et puis qui ont surtout compris les enjeux de leur terroir, qui sont sortis aussi de ce moment économique un peu sombre que la région a connu, qui a tiré tout ça vers le bas. Je pense que la Loire est en train d'écrire une partition superbe et elle a une vraie diversité en fonction, bien sûr, de l'Anjou noir, de l'Anjou du Saumurois, du, de la région de Touraine, et même en tirant un petit peu à Sancerre, qui est une appellation, bien sûr, qui, elle, est un peu, je dirais, la plus classique et la plus connue. ouais. Elle a aussi un renouveau. Il y a une certaine richesse de jeunes talents et de gens qui s'inscrivent dans les traces de ceux qu'on connaît très bien et qui font que voilà, les mouvements sont forts. Mais sinon, l'Alsace m'est pas de bien. Ouais. Euh, et voilà, après, je parle en rouge. J'aime beaucoup aussi ce qui se passe dans le Rhône-Nord, hein, forcément. J'aime bien sinon aussi, par exemple, parler des terrasses du Larzac, et puis de la Corse, parce que la Corse, mine de rien, en Ah, 10 ans, elle a fait un swing de folie. Donc, je suis très attentif à la Corse en ce moment. Voilà. ça c'est chouette ça. Et tu aurais des petits noms comme ça à nous citer de tes derniers coups de cœur là? Ouais, tu veux qu'on parle de quelle région? De la Loire, de la Corse ou du Ouais, Languedoc? tu nous en dis, je sais pas, deux ou trois par région, quoi, de tout ce que tu as dit là. Ouais. Un jeune talent là bah tiens, je vais te parler des vins qu'on a mis dans le coffret de Metz si tu veux. Ouais, Un vas-y. jeune talent qui a commencé il y a quelques millésimes, qui s'appelle Guillaume Sorbe, au domaine Les Poètes. Lui, il fait des Reuilly et des Quincy, ça c'est absolument merveilleux, franchement. De mémoire de sommelier, sur des premiers millésimes comme ça, j'ai rarement eu autant de vibrations et de plaisir à déguster les vins d'un si jeune viticulteur. Franchement, c'est éblouissant. Puis surtout, les prix sont très sages. La bouteille la plus chère doit coûter 20 euros au domaine. Franchement, c'est génial. Donc, évidemment, donc, quand on a découvert ça, on était surexcités. Euh, dans la Loire encore, je pense que le domaine qu'il faut absolument goûter en ce moment, c'est Jérôme Bretaudeau, parce que alors là, lui, dans le muscadet, autant les muscadets, notamment son Clos des Perrières, c'est juste éblouissant, mais les rouges produits là-bas, dans ce secteur humide qu'on connaît, avec les difficultés de mûrissement qu'on connaissait en latitude nord, franchement, c'est absolument bluffant. Il y a une cuvée qui s'appelle Statera, c'est du pinot noir. C'est ébouriffant à goûter une fois dans sa vie, sincèrement. Et puis, pour redescendre dans le Languedoc, je te dirais que là, le domaine qui nous a qui nous a vraiment bluffé récemment, il y a un domaine qui s'appelle le Clos Constantin, qui est un tout petit domaine qui a été créé. C'est un ancien sommelier qui travaillait à la Vigna, qui s'est associé avec un de ses amis là-bas. Et c'était leur deuxième vendange. Et la première année déjà était vraiment superbe et la deuxième arrive encore plus avec encore plus d'éclat. Et donc je crois que ça fait partie de ces jeunes viticulteurs, voilà, qui pour des prix relativement sages arrivent maintenant à participer à tout l'intérêt bien sûr que les dénicheurs de plaisir aiment aller chercher dans ces régions. Ah oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire et en Rhône? Alors en Rhône, bah écoute, il y a plein de en Rhône Nord, Rhône Sud, Je disais là.
Ouais, ouais, Comment? un nord. Nord, au Nord, qu'est-ce qu'il y a de vraiment top? Écoute, là, il y a quand même des noms qui sont plus installés. Et donc, je suis très ébloui moi par ce que font naître les vignobles de Sessuel maintenant. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo avec Stéphane Augier. J'ai vu que tu allais en faire une. Ouais, Vous avez t'as certainement vu? parlé. Ouais, ouais. J'aime beaucoup, ouais. Sessuel a un potentiel monstrueux et donc pour parler un petit peu des Yankees et des jeunes talents, je pense que vous aurez à suivre, on aura à suivre de près le domaine Bot Guy, Julie Bott, pardon, pas Bot Pivote, Guy. ouais. Jules Bott, voilà. Ensuite, il y aura un autre, je sais plus comment s'appelle leur domaine, mais il y a un autre, il y a d'autres domaines qui viennent de se créer. À Saint-Joseph, il y a quelques jeunes qui montent. Après, sinon le reste est vraiment bien établi. Il n'y a pas beaucoup de vignobles Ouais, à vendre, hein. Il n'y a pas beaucoup de transmission non plus, donc ouais, c'est ça, ouais. ça fait partie de ces. Il y avait un jeune qui s'appelait Aurélien Châtaignier que j'avais été voir une fois, qui commençait il y a quelques millésimes, qui m'avait bien marqué. Voilà. C'est ça. Non, c'est clair. Et dis-moi, Manuel, qu'est-ce que t'en penses quoi du Bordelais? Ça bouge? Il se passe des Oui. trucs? Écoute, je pense que c'est une région qui a un potentiel monstrueux, mais qui doit complètement réinventer son modèle de distribution. Je crois que la plus grosse erreur, et ils doivent peut-être aujourd'hui en tirer un petit peu les leçons avec cette crise qui ferme les portes de l'international, c'est que ce marché s'est quand même relativement coupé des consommateurs français et peut-être de cette génération qui est la nôtre et celle qui me suit. Excuse-moi, je m'en étouffe. C'est une, euh, c'est une région qui a un très très fort potentiel, qui a euh, qui a certainement, d'abord d'un point de vue agronomique, qui a besoin de se réinventer. Et je pense que c'est une Ouais, région qui a pris du retard sur le bio, donc elle a besoin au jeu de comprendre et de s'y mettre. Mais ça va revenir. C'est un mouvement qui va certainement arriver à Bordeaux. Deuxième chose, peut-être qu'il faut aussi un petit peu qu'elle comprenne que l'ère de la des modes par cœur et surtout des notes par cœur est peut-être dépassée, qu'aujourd'hui il y a plus de gens qui vibrent sur le vin de jardin de Marco Pelletier qui vaut 10 € hors taxe ou 12 € hors taxe que sur des 100 sur 100 par cœur archiboisés, etc. En fait, je pense que les gens n'attendent plus tout à fait la même chose. Mais ça n'enlève rien, en tout cas, à la beauté des grands terroirs et des grands vins de garde de Bordeaux, qui sont, pour moi, en tout cas, j'en ai plein dans ma cave personnelle, les meilleurs ambassadeurs du vin enfin, des terroirs dans le temps. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, je crois que d'un point de vue agronomique, s'ils arrivent au bio, et si derrière ils changent de modèle de distribution, parce que je pense que la place bordelaise, ou alors il faut qu'ils viennent nous parler, mais les Bordelais nous ont un peu snobé pendant 15 ans. Ils ont snobé les sommeliers, ils ont snobé un petit peu le marché français. Beaucoup d'entre eux vendent leur vin, mais ils ne savent pas où ils sont vendus. Alors qu'en fait, c'est le contact humain qui est très important ouais. dans la fidélité d'un acheteur. Et je crois que cette région a besoin maintenant de savoir redistribuer ses vins. Et puis surtout après, il faut qu'il y ait un petit retour à la juste valeur des choses. Comme disait Hervé Bizel la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines dans un live, il disait il y a que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc là, je pense qu'ils ont atteint un plafond de verre, une barrière psychologique de prix qui aujourd'hui devient extrêmement complexe compte tenu d'abord de la crise mondiale qu'on va connaître, mais surtout aussi du pouvoir d'achat des Français qui est pas non plus extensible. Et voilà, donc une bouteille de vin, on sait tous combien ça coûte à produire et je crois que malgré bien sûr la rareté, le standing, etc., il faut que cette région retombe un peu sur terre. Ça, c'est bien dit. Je te rejoins totalement et je te remercie pour ces précisions. Et par rapport, si on revient sur, comment ça s'appelle, sur tes titres, donc toi, tu as été meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France, et apparemment, tu prépares le concours de meilleur sommelier du monde, c'est ça? Ouais, bah en fait, c'était un de mes rêves de sommelier quand j'étais sommelier de restaurant, hein, c'était de pouvoir continuer de continuer à apprendre d'abord, ça c'est très important, c'est plutôt la démarche. Euh, Aussi de me saisir de la réalité qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire que dans un restaurant, quand on est chef sommelier avec 10 sommeliers sous tes ordres, enfin tu vois, c'est un job. L'après-midi, il n'y a pas de coupure, il est réunion avec le comité de direction, etc., etc. C'est très très prenant. Et j'ai trouvé que c'était très difficile à mettre en place à l'époque le Royal Monceau, chef-d'œuvre qui commençait et
et un rythme de service qui était très difficile. Maintenant que j'ai plus de temps, je regarde ça avec un petit peu plus de sérénité. J'ai une équipe qui est très formidable chez Fiedler qui me permet de dégager un peu de temps. Et donc, je me suis remis à étudier. Et l'idée, enfin voilà, je me suis inscrit. Alors, ça veut pas dire que je gagnerai le concours de sommet du monde, mais ce que j'aime dans cette démarche, c'est d'apprendre, de transmettre, de voyager, de découvrir, et puis surtout d'être et puis de porter ce message aussi que la sommellerie française a encore des candidats et qu'on a encore des choses à défendre. Je suis un peu patriotique quand je m'inscris à ce concours aussi. J'ai envie qu'on gagne et je me dis que plus il y a de gens qui concourent, plus le niveau va monter et plus le niveau montera. Peut-être alors on ramènera soit avec Benjamin, soit avec Pascaline, soit avec moi, soit avec d'autres, un titre international peut-être en France. Et ça, c'est un projet de l'UDSF et de la Ouais. sommellerie française, voilà. Et comment ça se passe au quotidien? Tu vas vachement t'entraîner. C'est Ouais, quoi le alors quotidien là, quand tu fais ça? je m'entraîne. Chez Chef d'œuvre, j'ai un petit bureau qui est entièrement dédié à ça, et donc j'étudie. Alors là, en ce moment, c'est un peu chaud parce que j'ai deux enfants. Il faut que je fasse l'école aux enfants, donc Ah comme ouais, toi. pas sur le banc en plus. En plus de chef-d'œuvre, voilà, en télétravail, mais globalement, j'y passe 1 heure et demie, 2 heures en moyenne quand je m'y mets par jour, j'étudie. En fait, il y a le programme est vraiment très très riche, il est hyper dense. Euh, je me suis engagé auprès de Benjamin Roffet pour l'aider un petit peu à préparer son concours européen, à l'aider à, par exemple, avoir des informations qu'il n'a pas le temps de sourcer lui-même. Je pense qu'il est important, en tout cas, qu'on travaille tous ensemble et qu'on partage des informations pour que tout le monde progresse plus vite, parce que sinon, ben, c'est chacun dans son coin. Mais voilà, je m'entraîne, j'étudie, je déguste, je me fais des vidéos. Enfin, je fais tout ce que j'ai fait pendant des années dans le passé, puisque j'avais un coach et des profs de théâtre, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de. Je suis assez rodé sur l'exercice à l'oral. Maintenant, c'est plus la théorie qui est hyper dure pour moi. La théorie, ouais, j'imagine c'est un. Bah, la théorie, c'est insondable. On peut pas imaginer la somme de culture, la connaissance qu'il faut, la moindre expertise sur le moindre vignoble du monde, savoir citer dans la Central Otago, en Nouvelle-Zélande, les domaines in du moment et dire pourquoi. Enfin, faut quand même avoir un sacré Ouais. réseau et avoir surtout une très bonne mémoire pour retenir surtout la partie un petit peu voilà, de bachotage qui est très très lourde. Les questionnaires sont hyper durs. Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, bah, nous, on est tous avec toi et ça serait top que la France puisse remporter. C'est quoi la date déjà? Écoute, la première échéance, et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à suivre, c'est celle de Benjamin Roffet, qui a été le candidat français sélectionné, qui va donc concourir normalement. Alors, si tout va bien, hein, d'un point de vue sanitaire, on verra si les choses se sont améliorées, mais normalement, c'était en novembre, et ça sera à Chypre. Et les autres concours internationaux, alors c'est intéressant de le savoir aussi parce que là, Cocorico, la finale du meilleur sommet du monde aura lieu Ah, en France et ça sera yes, donc euh, en 2022 normalement et 2022. à Paris sûrement. Donc je pense que c'est une occasion inouïe, bien sûr, de ramener. Voilà. Et après, les candidats internationaux sont très solides. Il faut savoir que le niveau est très très élevé. Que Ouais, voilà, mais on fera tout et on lâchera rien. c'est bien ça. On est tous Voilà. avec toi, en tout cas, et pour les autres sommeliers français qui vont concourir au concours. Et donc, attends, on parle. Mais Oui. apparemment, tu as sorti une petite pépite de ta cave à nous montrer ce soir. Écoute, je te montre un coup de cœur parce que tu vois, comme je ne peux plus aller dans le vignoble et que je ne peux pas aller dans des salons pour déguster ou que les vignerons ne viennent pas, je reçois des échantillons beaucoup. Et hier soir, il était 23h30, j'ai ouvert cette bouteille de Christine Vernet. C'est un 2018 qui s'appelle Terre d'encre et c'est une Dis-moi ton Syrah rhodanienne. Donc voilà, voilà la bouteille. père Et dans. je vais vous la montrer parce que j'aime 2018, on le sait, à millésime avec une certaine densité, une certaine richesse sur les Syrahs qui peuvent rendre des choses un petit peu séveuses, serrées, même dans les tanins. Là, j'ai trouvé que c'était rayonnant de plaisir, très fin, très très subtil, tout en étant un petit peu plus intense que d'autres cuvées qu'ils produisent aux alentours de Condrieu. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans ce Saint-Joseph, c'est que c'est pas un vin de légèreté, il a de la grâce et du fond. Et ça, j'ai adoré. Donc, c'est pour ça que j'ai repris un verre.
Voilà. Ah, c'est bien ça. Vas-y, tu peux nous montrer bien la bouteille? Bien sûr, ça s'appelle Terre d'encre, Christine Vernet, donc éminente viticultrice de Condrieu, où tout le monde connaît son légendaire coteau de Vernon. Mais ce qui est absolument spectaculaire depuis 2015 enfin peut-être un peu avant, mais depuis 2015, je trouve que les rouges ont progressé d'une manière vraiment incroyable et les grains de tanin, les persistances, les fraîcheurs sont vraiment accrues. Donc c'est vraiment c'est un vrai coup de cœur. Voilà. Et là, tu le présentes dans à chef-d'œuvre, tu l'as déjà présenté? Eh bien, écoute, on le présentera demain, parce que demain Ah, génial. on fait un truc pendant le confinement qui s'appelle le kit de survie, c'est tous les mardis. Donc, on a plein de catégories de vin chez Chef d'œuvre et donc cette bouteille en fera partie parce que ça reflète bon d'abord des prix plaisir très bons, puis surtout des, des découvertes et des coups de cœur. Tu vois, cette cuvée je l'avais jamais vendue chez Chef d'œuvre, mais demain parmi d'autres il y aura dans ce Ça kit de vaudra survie combien? c'est Saint-Joseph. Combien ça vaudra, ça? Écoute, je sais pas trop, je crois que ça vaut à peu près 30-35 euros. C'est un Saint-Joseph, hein, c'est pas un vin de prix de quoi que ce soit, donc Saint-Joseph c'est quand même un certain prix. Et le domaine est un domaine très coté, les prix sont un peu plus élevés que la moyenne de Saint-Jean, mais c'est vraiment, ça les vaut largement. Et moi je dis, vaut mieux un bon Saint-Joseph qu'une mauvaise côte-rôtie, donc voilà. Ouais, c'est génial. Donc, ce qui veut dire, si je résume bien, la vente, voilà, kit survie, c'est les Oui. prix seront en ligne. C'est genre, moi, je peux en acheter demain si je vais sur ton site. En fait, si tu vas sur le site de Chef d'œuvre, bah là en ce moment, faut se créer un compte avec la carte membre. C'est gratuit pendant 3 mois, donc tout le monde peut le faire. Faut savoir que la carte membre, sinon c'est 49 € par an, donc il n'y a pas de quoi se ruiner. Et la carte membre te permet à tout le monde d'acheter des vins sur le site, de participer aux ateliers, d'avoir accès aux informations, aux vidéos de présentation des coffrets, à tout ce qu'on fait en fait. Et pour la petite anecdote, on va aussi lancer là très bientôt des cours d'œnologie en ligne, gratuits pour nos membres. Simplement les gens pourront participer aux cours et surtout simplement acheter une ou deux bouteilles sur le site, celles qui lui feront plaisir, qui leur font plaisir. Et moi je dispenserai Waouh. le cours avec différents vins et comme ça on rendra accessible les cours d'œnologie ou les masterclass au plus grand nombre. Donc ça c'est dans le pipe et Ah ça non, va on va plus venir. travailler, nous. Comment? On va plus travailler, nous. Mais si, tu rigoles. Et Toujours. toi, dis-moi, raconte-moi un peu comment tu as fait pour créer une communauté essentiellement de femmes, parce que rouge aux lèvres évidemment, mais je me posais la question. Eh ben, en fait, ça a commencé Rougelet parce que j'avais un blog à la base qui était pour parler de vin au nana. Moi, c'est plutôt, tu sais, pour vulgariser, savoir vraiment la base. Tu vois, moi, je parle, c'est quoi Chablis, c'est quoi Chardonnay, vraiment la base de la base. D'accord. Et Mhm. après, j'ai commencé en invitant mes copines chez moi. On était vite une vingtaine. Et je leur dégustais, pareil, des petites pépites. Voilà, mais des petites pépites, tu vois, à découvrir. Mais moi, je peux sourcer des trucs, ça s'appelle grand public, tu vois. Il y a de tout, en fait. Et donc, j'ai commencé Ok. comme ça. Puis après, j'adorais faire ça. J'adorais expliquer les vins. C'était vraiment mon truc. Et je me suis dit, bah, D'accord. autant me faire connaître là-dessus et y créer un club, voilà, créer un club 100% féminin. Donc, je l'ai créé il y a 1 an et demi. Là, on est 450 membres. Aujourd'hui, c'est que Paris. Enfin, à voir par la suite. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est que Paris. L'idée, c'est de créer des soirées œnologiques pour apprendre autour du vin. Et tu as deux types d'expériences. Tu as wine learning, donc là, c'est plutôt des thématiques. Je peux faire tips et astuces pour déguster comme une pro en 30 minutes. Biodynamie nature, les différences. Les outsiders de la Bourgogne. Je sais pas, Bordeaux, nouvelle génération. Les grands cépages à l'aveugle, ce qu'on devait faire avant le confinement. Donc ça, c'est vraiment, on aborde plein de vignerons différents à connaître et vraiment pour apprendre le vin. Et la deuxième expérience s'appelle le rendez-vous des maisons, où là, on met en avant une maison emblématique, une maison prestigieuse, où tu vois, qui me fait plaisir, toujours ça soit en accord aussi avec mes valeurs, tout ça. Donc, on travaille avec, tu vois, des maisons de champagne, tu vois, des grands crus classés, qui ont aussi envie de parler à cette target, qui sont les nanas en général, les jeunes, parce que aussi, pareil, quand ils ont besoin aussi, voilà, un peu de rajeunir leurs clients, parler d'une nouvelle façon, etc. Et le club, ça permet, voilà, de pouvoir s'exprimer, tu vois, à ces gens-là. Et donc c'est pour ça qu'en fait la différence, le club pour moi, pour te dire les tarifs, ils sont super pas chers parce que je vais avoir des jeunes. Je vais avoir de la nana début de carrière qui arrive comme une nana qui gagne très bien sa vie, tu vois, 4 sup machin. Donc tu vois quand tu fais une expérience, tu vois c'est 25 €, c'est vraiment cadeau. Et ça j'ai besoin d'avoir un soutien aussi des domaines pour c'est un autre modèle tu vois par rapport à toi.
Et c'est D'accord. pour ça que Ah, bah, Instagram a été développé en ce sens. Pour moi, Instagram, c'est de créer une communauté et c'est potentiellement des membres qui vont me rejoindre dans le club. Tu vois? d'accord. Moi, l'idée, c'est Ok. du virtuel au réel. Moi, du coup, Ok. l'idée du club, c'est de rencontrer ma communauté, en fait, de followers. Et je trouve que c'est Ok. vraiment un cercle vertueux de pouvoir rencontrer, tu vois, qui te suit. Parce que tu vois, moi, Instagram, l'idée, c'était pas, tu vois, alors la question, c'était, je sais pas s'il y a du bruit parce qu'on est en train de faire un débouchage de l'évier. Désolée, hein, dans la Il n'y a pas de cuisine, problème. Il n'y a pas de problème. là. Bref, et du coup, l'idée du développement de Instagram, c'était vraiment dans la stratégie de recruter du monde, de venir à des expériences, d'aller plus loin dans la compréhension du vin. Donc, en Eh ben, fait, t'as fait, c'est un pari très réussi. Bravo, en tout cas. bah, ça fait, c'est tout récent, tu sais, ça fait 1 an et demi. Pour l'instant, il y a moi et ma stagiaire. On verra bien, mais en tout cas, faut s'amuser. Dans le vin, il y a plein de choses à faire. Et Super. et puis il y a voilà, il y a un besoin croissant, tu vois, d'apprendre le vin, de mieux consommer. Moi, mon challenge, c'est que vraiment, tu vois, la nouvelle génération, tu vois, comprenne le vin, rentre dedans, et tu vois, qu'ils puissent acheter aisément du vin. Tu vois, des De toute petits vins, façon, des grands vins, il y a pas n'importe de quoi. doute là-dessus. Je pense il faut toujours un premier pied à l'étrier et puis surtout un premier kick-off. Enfin, moi, je pense qu'on ne devient pas passionné de vin ou enfin, et peut-être que personne n'a pas envie aussi de devenir passionné de vin pour tous, mais je pense qu'effectivement, faut qu'il y ait une petite étincelle et ça peut venir ça peut venir jeune, mais ça peut venir souvent d'un bon moment, surtout avec des amis. Donc, Bah, ça. Mais sachez que voilà, pour le club, pour terminer, c'est ouais. pas pour être membre, faut être une nana, c'est sûr, mais après, on ouvre souvent les expériences aux hommes. Donc en fait, Ah ouais, les expériences sont ouvertes pour les membres et pas pour les membres aussi. Et pour les non-membres, parfois, les hommes sont, comme on dit, autorisés à venir. Bah, donc c'est pas non d'accord. plus 100% que les nanas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions qui t'ont été posées? Parce que j'en ai passé des centaines, alors Non, dis-moi. c'est juste parce que quand je parlais, là, j'entendais rien. Hmm. Ah oui, du coup, toi, ouais, au niveau de ton club chef-d'œuvre, t'as autant d'hommes que de femmes? Oui, alors on a une population un petit peu plus masculine, mais on a beaucoup de femmes aussi qui viennent aux soirées aussi. Globalement, si je dirais que c'est un bon deux tiers, un tiers, je pense. Mais ça, je pense aussi, c'est très vrai dans ce que dans les comportements de consommation où ça reflète plus la société classique dans la consommation du vin. Mais on a quand même beaucoup de femmes, et surtout au cours de nos on a pas mal de femmes qui viennent. C'est bien ça. On te Ouais. demande, est-ce que tu fais des box spiritueux ou de bière? Alors, on fait pas des box de bière ou de spiritueux, mais on fait des ventes flash de bière et de spiritueux. On en fait régulièrement, même sur des vrais coups de cœur avec des vraies histoires et surtout des produits un peu sensationnels. Après, tu vois, il faut comprendre que la logistique d'une box, elle est quand même contraignante. Et Ah ouais, d'abord, on boit pas des eaux de vie tous les mois comme on boit du vin, tu vois, sinon ça peut très vite mal tourner. Et puis surtout c'est clair. pour les bières, c'est un marché qui est déjà très préempté et puis surtout sur lesquels j'aurais moins de légitimité que dans le vin. Donc Ouais, ouais, je c'est laisse sûr. ça à un autre public. Ouais. Mais j'aime beaucoup les Ouais, bières et j'en bois souvent. ouais, c'est sûr. Dernière question, quel ouvrage tu recommandes, toi, pour apprendre sur le vin? Genre un premier ouvrage grand public, tu saurais? Ouais, écoute, de ce qu'il y a actuellement, écoute, je pense qu'il y a le petit livre qu'a fait Guilherme de Serval là sur vraiment, récemment, je le trouve vraiment chouette parce que c'est décomplexé, c'est assez abordable. Donc ça fait partie des bouquins de poche. Voilà, quand on feuillette, c'est chouette. Il parle avec un langage un peu décalé, c'est relativement sympa. Et sinon, je recommande Le vin d'Antoine Pétrus que je trouve assez profond, Ouais, qui est un critique intéressant entre de la culture, du vécu et de l'émotion personnelle. Donc on n'a pas que de la théorie. Et je trouve que ce format de livre, quand on commence les ouvrages sur le vin, c'est très intéressant. Après, ceux qui aiment la géographie, incontestablement, les ouvrages de John C. Robinson sont exceptionnels, mais ça, ouais, la grosse liste. c'est beaucoup plus c'est plus pour nous, ça. C'est clair. Bon, bah, en tout cas, c'est top. Manuel, je te remercie pour ton temps C'était un plaisir. Merci, et ce Margot. bel Merci. échange. Bah, c'était J'espère un en tout plaisir cas à très partagé. vite Ben, pour très bientôt aussi. après. Bon courage pour tous tes lives. Et puis, à bientôt autour d'un verre, j'espère. Merci Manuel. Salut à Salut, vous Margot. tous. On se Salut. retrouve demain Bonne soirée. pour un nouvel apéro live. On se Merci suivra Manuel. demain. On se suivra demain. Salut, Ouais. Margot. Salut Manuel. Ciao.
Ok.